dans Le Monde arabe en morceaux des printemps arabes à Daesh. Vous décryptez donc cette région du monde en souffrance. Alors au départ, peut-être pour bien le rappeler, nos téléspectateurs qui nous suivent le savent, au départ, ces aspirations sont de plusieurs ordres. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à l'époque pourquoi des gens descendent dans la rue en Égypte, au Liban, en Syrie, en Irak, un peu partout au Maghreb aussi d'ailleurs? En Tunisie. Il y a deux mots d'ordre qui ont caractérisé ces soulèvements en 2011. C'est celui de dignité et celui de liberté. Et dans des circonstances nationales spécifiques, chaque pays ayant son histoire, chaque population ses propres luttes et ses propres problèmes, on a eu une succession de soulèvements portés par ces deux mots d'ordre face à des frustrations assez profondes de la jeunesse liées à la crise d'une jeunesse éduquée mais sans emploi, et ensuite peut-être les conséquences de problèmes plus mondiaux comme la crise internationale économique qui frappait beaucoup de pays mais qui s'est ressentie aussi en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Donc tous ces soulèvements s'enchaînent dans ce qu'on peut qualifier d'accélération du calendrier en 2011 avec d'abord la Tunisie, ensuite l'Égypte, la Libye et ainsi de suite, qui ont donné une apparence de mouvement régional. Et mon travail a consisté à essayer de reprendre cette chronologie pour, dans ce grand mouvement qui, en tout cas en Europe, a été vu comme quelque chose de très uni, d'essayer de comprendre les spécificités et de chaque pays et de mieux comprendre ensuite comment chaque soulèvement s'est développé avec ses propres dynamiques. D'ailleurs, toutes les situations ne se valent pas, hein. Il y a la Tunisie que vous avez citée, l'Égypte et la Libye. Comment expliquez-vous que dans la plupart de ces pays, tout de même, il y a eu très vite un basculement vers des mouvements religieux conservateurs qui, d'ailleurs, disons-le, certains d'entre eux, Tunisie et Égypte, ont gagné par la voie des urnes et dans d'autres pays, de manière beaucoup plus dramatique peut-être, basculé dans la violence intégriste comme la Syrie et l'Irak avec Daesh? Ce que j'essaye de montrer, c'est comment d'une situation révolutionnaire, on entre dans une situation de transition avec des acteurs politiques qui sont exclus de la scène, d'autres qui reviennent ou qui trouvent plus d'espace, et que cette reconstruction politique n'est jamais facile, et que dans le cas précis des pays que vous mentionnez, et notamment la Tunisie par exemple, il y a des contraintes très fortes qui se sont imposées et qui ont rendu cette transition très difficile. C'est quoi sur la Tunisie? C'est la question de la Libye voisine notamment? Ça joue dans un second temps, mais les premières contraintes sont liées à un principe très simple. C'est que vous avez dans une transition plusieurs calendriers. Il y a un calendrier sécuritaire. Après la Révolution, il faut rétablir l'ordre pour construire quelque chose de nouveau. Il y a ensuite une reconstitution institutionnelle. Beaucoup de ces pays ont lancé la rédaction de nouvelles constitutions. Et ensuite, il y a une urgence économique, puisque un des ferments de ces soulèvements était cette frustration économique. Simplement, la réponse à la question économique, à la question institutionnelle, répondent à des calendriers différents et se bloquent mutuellement. Le temps constitutionnel est très long. C'est très long de rédiger une constitution, mais les jeunes qui se sont exprimés dans ces soulèvements voulaient des réponses économiques peut-être rapides. Et ce que j'essaye de décrire, c'est comment ces contradictions et ces contraintes inhérentes au phénomène de transition a pu bloquer certaines évolutions, malgré cet appel qui, dans tous les cas, au départ, était un appel à la liberté et à la dignité, comme je l'ai rappelé.